Bonjour, bonjour à tous et bienvenue, c'est BFM Patrimoine, les tutos. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BFM Business. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui peut paraître évidente quand on veut commencer à investir, à placer ses économies. Comment, dans quoi, quels sont les placements qui sont éventuellement les plus rentables? Comment investir de façon rentable? On va répondre à cette question parce que forcément, quand on investit, c'est quand même là l'objectif. Et notre expert aujourd'hui pour nous accompagner et répondre aux questions que vous nous avez adressées, c'est Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on a reçu aujourd'hui beaucoup de questions. Nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes veulent savoir quels sont les investissements les plus rentables. Est-ce que tu es prêt? Parfaitement. On Drôle de question quand même. Parce que oui, mais bon, en même temps, c'est vrai que quand on investit, a priori, on va pas se dire quels sont les investissements. Bon, remarquez, on pourra le faire dans un autre tuto, comme ça éclairera nos auditeurs, téléspectateurs, internautes, effectivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va aller droit au but. On veut investir de façon rentable. Et est-ce que c'est possible, surtout? On va essayer de le voir. Et on commence tout de suite avec une question que nous a adressée Sacha. Alors, Sacha, il a 24 ans. Il nous dit qu'il est passionné de trading et il voudrait savoir ce que cela signifie, le fait d'investir sur du long terme sur le marché action et pourquoi c'est intéressant. C'est vrai qu'on entend souvent ça, il faut investir sur du très long terme, les actions c'est fantastique, mais c'est quoi du long terme, du très long terme? Tout d'abord, pour répondre à la première question, est-ce que les investissements les plus rentables, si on le savait, on serait tous milliardaires. Donc, on ne serait pas là. Effectivement, on fait un peu, on regarde un peu le passé, on fait un peu de gestion au rétroviseur. Et là, c'est facile, puisqu'on a des chiffres qui nous sont donnés, les chiffres de la réalité. Et les chiffres de la réalité font qu'effectivement, Sacha a raison. Alors, le trading, il faudra peut-être en reparler, mais investir sur des actions est effectivement, sur une période longue, le plus rentable. C'est plus rentable, il y a différentes classes d'actifs. Donc, il y a d'abord des actifs financiers, puis des actifs immobilier. Les actifs financiers, 3 catégories très simples. Les actions, le plus rentable. On peut donner des chiffres. Oui, on veut des chiffres. Sur 30 ans. Combien on va gagner? Sur 30 ans. Dividendes réinvestis. N'oublions pas que les dividendes, c'est le revenu de l'action qui tombe tous les ans, entre 2 et 3%, donc 3,5% pour les meilleurs. Dividendes réinvestis, on fait x14. 1350% exactement. Pas mal. Sur une durée longue. 30 ans. Sur 10 ans, on est à plus de 10% par an annualisé sur des actions du monde. Pas que le CAC 40. Donc les actions, c'est plus rentable. Mais c'est au prix aussi d'être capable de pouvoir accepter ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire des décrochages. L'année dernière, le CAC 40 a connu un décrochage, un peu moins de 10%, moins 9,5%. Le Nasdaq, les valeurs technologiques, moins 33 l'année dernière, plus 33 depuis le début d'année. N'oublions pas que les maths financières ne sont pas sympas. Si j'ai 100 et que je fais moins 33, il me reste 66. Mais pour revenir à 100, il faut faire plus de 50. Donc on n'est pas encore à l'équilibre sur le Nasdaq. Donc il ne faut pas être scotché là-dessus. Il ne faut pas être scotché. Il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul et puis il faut se tenir. Ça, c'est un point qui est fondamental. Il faut se tenir à la politique qui a été définie à l'instant T. J'ai investi sur des actions. Ça peut descendre. On l'a vu, le Nasdaq, moins 33, moins 10 l'année dernière sur les actions françaises. Ça rebondit depuis le début de l'année. Et si on vend ses positions au moment où c'est le plus bas, là, du coup, on a une porte de saloon, comme on dit, c'est-à-dire que je vends, boum, je perds, j'investis sur quoi? Sur quelque chose qui rebondit moins. Donc j'ai un manque à gagner parce que, évidemment, je vends au creux, et puis j'ai un manque à gagner pour demain parce que je n'investis pas sur des actifs qui sont les plus rentables. Donc les actions, c'est le plus rentable. On a, sur le marché financier aussi, les obligations. Eh oui. Et puis on a le monétaire. Juste un point sur les obligations. Et là, il y a quelque chose de fondamental. On peut essayer de revenir. On va en parler après. Sacha, on va en parler après. Mais les actions, sur du long terme, c'est rentable. Je rappelle, sur 30 ans, x14. Pas désagréable. Pas désagréable. Si on prend une durée qui est un peu plus courte, alors j'ai quelque chose, je suis préparé à cette question, sur 15 ans, donc sur 22 ans, pardon, entre 2000 et 2022, les actions, c'est 4%. C'est encore ce qu'il y a de plus rentable. Et n'oublions pas qu'en 2000, on était juste avant le crack exact. Et puis, on a supporté en fin 2022 une forte baisse aussi. Et donc, on a quand même 4% de rentabilité. Et ça, c'est 4% de rentabilité sur 22 ans. C'est x14 sur 30 ans, c'est ce qu'il y a de plus rentable, toutes sortes de classes d'actifs confondus. Donc si je comprends bien, on n'a rien à faire à part investir et on attend. Il faut investir, se tenir à ses positions, et si on peut, c'est lisser ses investissements. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est-à-dire mettre tous les mois 50, 100 euros
de côté. Et puis comme ça, on lisse son prix d'achat. Si on achète à l'instant T, on ne sait pas si c'est le moment le plus haut ou le plus bas. Si on lisse son prix d'achat, c'est-à-dire qu'on achète à plusieurs étapes, on lisse son prix moyen pondéré. Un coup on achète haut, un coup on achète bas, un coup on achète au milieu. Ça c'est une stratégie, c'est pas uniquement se dire j'achète de nouvelles valeurs pour avoir un portefeuille plus étoffé et donc lisser la prise de risque. C'est aussi d'acheter dans des périodes un peu plus hausses, un peu plus baissières. C'est aussi une stratégie. Exactement. Cette stratégie de se tenir à ses positions, de lisser son prix moyen en investissant au lieu, si j'ai 1000 euros, eh ben mieux vaut faire 10 fois 100 qu'une fois 1000. Si je fais une fois 1000 et que le marché est bas, tant mieux. Mais s'il est haut, j'ai perdu après. Alors que si on investit de manière régulière, un coup à 8 euros, un coup à 9 euros, un coup à 6 euros, eh bien on a un prix moyen qui est défini en fonction de différentes périodes. Et le lissage de ces périodes fait que statistiquement, on a plus de chances de gagner. Donc on lisse ses investissements et on se tient à ses positions. Et du coup, quand on parle de long terme, c'est à partir de combien de temps? Long terme, c'est classiquement 6, 7, 8 ans. D'accord. Court terme, c'est 1 an, 2 ans. Moyen terme, c'est 3, 4, 5, 6 ans. Donc 5, 6, moi je dirais. Et puis long terme, essayons de prendre un horizon de 8 ans. Alors Sacha, il a 24 ans. Sacha, il a 24 ans, exactement. Il peut épargner pour demain. Il a une espérance de vie qui est très forte. À 24 ans, a priori, oui. Ouais, on a une espérance de vie qui est de 85-86 ans. Donc son étape de mortalité. Donc il a le temps devant lui. Il n'est pas pressé, sauf s'il a un projet qui est bien défini. Mais si c'est un projet court terme, les actions, ça ne correspond pas. Donc on rentre dans le contexte du long terme. Et on diversifie. Parce que s'il y a du court terme, ben là, il pourra aller sur d'autres types de marchés. Obligataire, monétaire, pas d'immobilier sur du court terme non plus. Le long terme, c'est les actions et l'immobilier. Oui. Le plus court terme, c'est l'obligataire. Et le très court terme, c'est le monétaire ou livret. Je pense qu'avec tout ça, Sacha, on a déjà un bon éclairage. Donc vous l'aurez compris, commencez à investir si ce n'est pas déjà le cas, puisque visiblement vous êtes passionné de trading et vous laissez dormir tout cela. Et normalement, d'ici 8-10 ans, ça devrait commencer à être très intéressant pour vous. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. On va enchaîner, on va poursuivre avec une question que nous a adressée Léonie. Alors, Léonie, elle a 28 ans. Voilà, elle dit qu'elle s'intéresse au marché obligataire, mais elle se demande ce dont il est concrètement question. On parle de quoi quand on parle de marché obligataire et s'il est pertinent de miser sur des fonds obligataires actuellement? Léonie a raison. Et ça, c'est une nouveauté depuis la hausse des taux de l'année dernière. Pendant la crise 2008-2022, pendant cette longue période, la crise de 2008, la crise de 2022, entre-temps, on a un marché obligataire qui était mort, si je puis dire, parce que l'argent n'était pas cher, il était à zéro. Les banques centrales inondaient le marché de liquidité, et donc ce qui est rare est cher, ce qui n'est pas rare n'est pas cher. L'argent n'était pas rare, donc n'était pas cher. Là, on a une politique un peu plus restrictive des banques centrales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on émet un peu moins d'argent et que donc l'argent est plus cher et que donc les taux vont monter. Et donc, le marché obligataire, on retrouve de l'appétit. C'est quoi le marché obligataire? Vous achetez une action, vous détenez une part de l'entreprise. Vous êtes capitaliste. Vous achetez une obligation, vous êtes créancier de l'entreprise ou de l'État. L'État français, n'oublions pas, il émet des obligations aussi. Émet des obligations. Et donc vous achetez... Les fameuses obligations d'État. Les obligations d'État, les OAT, eh bien vous achetez quoi? Vous achetez de la dette française. Donc sur le marché obligataire, il y a deux composantes. Il y a les taux et puis il y a la qualité de l'émetteur. Julie, si tu me demandes de l'argent, eh bien, moi, je vais te prêter de l'argent à des coûts qui sont un peu plus chers que l'État. Parce que je suis désolé de te le dire, tu es moins solvable que l'État. Eh bien, l'État, on l'a vu. Je vois pas pourquoi. Oui, ça, c'est statistique. Donc, on sait qu'un particulier, il est un peu moins solvable qu'un État. Bon, donc, et on sait qu'il y a des notations. Donc, et en fonction de la qualité de l'émetteur, eh bien, le taux de rendement varie. Plus la notation est bonne, plus le taux de rendement est bas. L'État allemand emprunte à des taux moins chers que l'État français, qui emprunte à des taux moins chers que l'État grec. Et oui, ça paraît logique. Donc le marché obligataire, on achète une créance, on achète une dette, on prête de l'argent à une entité. Aujourd'hui, les taux, ils ont remonté. Les taux directeurs de la Banque centrale, de la BCE, c'est 3,25. Ouais. Ça veut dire que le taux du loyer au jour le jour, c'est 3,25. Ça veut dire que le marché monétaire, ce sont des toutes petites créances, des toutes petites obligations au jour le jour, qu'on prête aux banques. Donc on prête de l'argent aux banques qui elles-mêmes va leur investir. Donc je rappelle que le métier d'un banquier, c'est quoi? C'est de transformer des dettes à court terme, des dépôts à court terme, en emploi à long terme. Eh bien, le marché obligataire, c'est de l'emploi à très long terme. Et on a une rentabilité aujourd'hui effectivement satisfaisante. L'État français emprunte aux alentours de 3% par an sur 10 ans, mais des entreprises et des
fonds obligataires qui investissent dans des entreprises, eh bien, on peut trouver des performances qui sont de l'ordre, sur 5 ans, de l'ordre de 5, 6, 7, 8% là, ça en fonction de la notation. Intéressant. Et juste une chose, on disait que le marché action était favorable à notre ami Sacha. Bon, c'est vrai que ça a une bonne rentabilité. Mais le marché obligataire, aujourd'hui, a de l'appétit. Pourquoi? Parce que les taux ont monté. Bah oui. Et donc, si j'emprunte, je prête de l'argent à un panel d'entreprises. Et juste un point qui est fondamental. Si vous pouvez faire du trading sur le marché action, vous ne pouvez pas faire du trading, vous, particulier. Non, honnêtement, je préfère éviter. On achète des fonds obligataires. Des fonds obligataires datés, sur des échéances, 5 ans par exemple. Là, on a des horizons qui sont 2027. Quand on achète des fonds obligataires, on passe par la banque, le CGP. Alors, on passe toujours par son CGP parce que c'est le meilleur des conseillers. Donc, oui, en plus, pourquoi on passe par un CGP? Parce que finalement, il a un panel de produits. Mais parce que le CGP, il n'est pas estampillé auprès d'une banque. Le CGP, il ne vend pas les produits qu'il crée, il vend les produits que créent les autres. Il va chercher le meilleur. Et il va chercher le meilleur. Donc, c'est pour ça qu'on passe par un CGP. Donc, ça, c'est un point qui est ça faudra qu'on fasse un tuto spécial CGP. Quel est l'intérêt j'achète CGP versus notre ami Léonie, elle peut acheter un fonds obligataire daté, donc horizon 2027, avec des bonnes obligations, on peut avoir de 5-6%, avec des obligations qui sont émises par des entreprises qui sont un tout petit peu moins bien notées, on peut viser du 7-8%. 7-8% par an, avec une échéance qui nous est donnée en 2027. Franchement, Léonie, très bonne idée les fonds obligataires, très bonne idée les fonds obligataires datés. Il y a pléthore de solutions, puisque je rappelle que le marché obligataire est 100 fois plus profond que le marché des actions. Donc il y a le choix. Donc il y a des opportunités. Mais vous ne pouvez pas les acheter en direct. On est obligé de passer par des fonds, par des spécialistes qui eux-mêmes ont accès à des brokers qui font tu veux acheter, Julie, des obligations, moi, Benoît, je veux t'en vendre, on passe par un broker qui le met en relation et puis on achète des obligations. En même temps, mieux vaut passer par un spécialiste, surtout quand on n'a pas le temps, surtout quand c'est pas son métier, qu'on n'a pas le temps de s'y consacrer. Bon, je pense que là, on n'a que des questions aujourd'hui d'internautes qui sont quand même avisés sur ces sujets. On va poursuivre avec une question d'Aïdan. Alors, Aïdan, il a 35 ans et il aimerait savoir quels sont les placements qui disposent du meilleur rapport rendement-risque dans l'absolu. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent cette notion de rapport rendement-risque. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'orthodoxie financière veut que plus je prends du risque, meilleur le rendement sera. Ça, c'est dans les livres. L'orthodoxie. Ça veut donc dire, concrètement, que si j'achète des actions, je sais que ça peut fluctuer. Rappelons-nous, moins 10 l'année dernière, plus 11-12 cette année. Donc, mais ça fluctue. Ça s'appelle la volatilité. C'est les écarts types par rapport à une droite. Vous prenez une droite, 1.1, 1.1. Le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Le marché action, il ne connaît pas la ligne droite. Ça veut dire qu'il y a des vicissitudes, ça monte, ça descend. D'où le fait qu'il va mieux pas trop le regarder, parce que parfois, ça peut être un peu stressant. D'où la raison pour laquelle il faut lisser ses investissements, d'où la raison pour laquelle il faut diversifier ses investissements, d'où la raison pour laquelle il faut avoir cet horizon de gestion qui est important. Donc le rendement risque, c'est quoi? Plus prends du risque, meilleur le rendement sera. Ça, c'est ça, la quintessence même de ce qu'on le retrouve dans l'orthodoxie financière. Le marché monétaire, il n'y a pas de risque. J'ai du 3% actuellement, c'est pas mal, 3% quand même. Le livret A, j'ai pas de risque, j'ai du 3%. Mais du coup, c'est difficile parce que ça dépend du profil de la personne, de se dire, ça dépend de la personne, de se dire quel est le rapport rendement-risque qui sera le plus adapté à ma situation. Alors là, il faut revenir à de la pédagogie de base. Allez, je définis mon horizon de gestion. Je définis mon appétence au risque. Si le marché a de la fièvre, est-ce que je vais le supporter? Ou est-ce que je vais trop me gaver de Doliprane ou d'aspirine qui vont faire qu'à un moment donné, je vais être un peu éteint? Donc, comment je me positionne? Horizon de gestion, appétence au risque. Et là, je peux aller diversifier mon patrimoine, aller investir sur le marché action, comme Sacha, aller investir sur le marché obligataire, comme Léonie. Et là, Dan, on peut lui dire, le couple, le meilleur rapport rendement-risque, eh bien là, encore, je reviens aux actions. Le meilleur couple rendement-risque, ce sont les actions. Mais le marché obligataire, aujourd'hui, on l'a vu avec la question de Léonie, a de l'intérêt. On a un bon couple rendement-risque. Et la prime de risque sur le marché action, puisque je disais qu'on avait entre 5 et 8% de rentabilité sur le marché obligataire sur des horizons court terme, à 5 ans, le marché des actions sur du long terme, je disais qu'on était à 10, mais on était à 4 sur une période de 22 ans. On voit que le rendement du marché obligataire aujourd'hui, parce qu'il y a une anomalie de marché, c'est bien parce que les taux ont monté brutalement, que l'on a aussi cet effet d'aubaine d'aller chercher
l'argent, d'investir sur le marché. Donc là, on peut continuer pendant quelques mois, le temps que les banques centrales continuent un petit peu, en tout cas la BCE, la Fed aussi, à augmenter leur taux. Et après, il faudra être vigilant quand même. 11 des taux, la Fed, 10-11 des taux, la Fed, et puis on est 7 ou 8. On est 8, je crois, pour la BCE. 8 sur la BCE, donc un peu moins. Donc les taux vont encore un peu remonter. Donc on a des petits pour aller sur le marché obligataire. Donc j'allais dire, dans l'absolu, le meilleur placement, si on prend en considération le couple rendement-risque et que ça s'inscrit dans cet horizon de gestion, c'est les actions. Mais aujourd'hui, là, en 2023, le 28 juin 2023, on a une anomalie. Le marché obligataire est très intéressant. On a un couple rendement-risque exceptionnel. Donc je dirais à Edan, si jamais, mon cher Edan, vous voulez savoir quel est le meilleur aujourd'hui placement ou couple rendement-risque satisfaisant, j'irai sur le marché obligataire. Bon, bah là, je crois que pareil, on a un éclairage très complet. On en revient toujours aux mêmes bases. Mais voilà, Edan, vous savez, direction le marché obligataire. Allez, une dernière question pour la route, Benoît. Et c'est Léa qui nous a écrit et qui se demande si finalement, la meilleure façon de gagner de l'argent et de performer, ce ne serait pas tout bonnement celle qui consiste aujourd'hui à économiser. Exactement. Il faut Elle a parfaitement raison, Léa. Il y a un point qui est important. On va définir une stratégie. On va s'y tenir et on va essayer de l'appliquer sur toute la durée durant laquelle je suis susceptible, Léa est susceptible de pouvoir investir. Et donc, elle va lisser ses investissements. Ça, c'est la première chose. Donc, elle va investir progressivement. Elle va se tenir à la stratégie qu'elle a définie. Ça, c'est un point qui est fondamental. La volatilité, les écarts types par rapport à la droite, le plus court chemin, c'est la ligne droite, on l'a vu. Oui, mais ça peut monter, ça peut descendre. C'est une chose normale. C'est une chose normale. On ne s'inquiète pas. Et puis, il y a un point qui est important, c'est qu'il est toujours difficile d'évaluer le bon moment pour acheter ou pour vendre. Donc, on ne parle pas des soldes aujourd'hui. Les soldes, c'est ouvert aujourd'hui. Pas sûr que ce soit la meilleure marché-action. Pas sûr que ce soit la meilleure façon de Mais Julie, tu as raison, il y a un point qui est important. Et ça, c'est assez paradoxal. C'est quand le marché-action est le plus bas que les particuliers n'investissent pas. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes. Quand il y a des soldes, il ne faut pas hésiter à y aller. Et il faut rentrer dans le contexte du rappel de base, horizon de gestion, volatilité, l'amplitude de risque est une chose qui est normale. Et puis aussi, un point, la diversification, ça fonctionne bien. On achète un peu d'actions, on achète l'obligataire aujourd'hui, on l'a vu. Un peu d'actions. On varie les périodes. On varie les périodes, on lisse les investissements, et puis on s'en tient à la stratégie initiale. Si je change de route en cours de chemin, moi j'aime bien le bateau. Quand j'ai un cap, je le tiens. S'il y a un peu de mer, c'est pas grave. Je dois toujours aller à l'endroit où j'ai envie d'aller. Restons aussi, pour les investissements, actions, obligations, monétaires, mais l'immobilier aussi, gardons le cap. Ça, c'est bon. Oui, parce que là, on est dans une crise immobilière qui est quand même assez significative. Ça ne veut pas dire pour autant que l'immobilier est à bannir. Il faut juste laisser un petit peu le temps passer et le reconsidérer d'ici quelques temps. Bien sûr, et le rendement du marché immobilier, n'oublions pas qu'il est indexé sur l'inflation, puisque les loyers sont eux-mêmes réindexés. Et que donc, c'est un élément qui est très protecteur pour avoir des revenus réguliers qui nous protègent de l'inflation. Et même si le stock, c'est-à-dire la valeur de l'actif, peut diminuer, il diminue un peu actuellement. Petite bulle d'oxygène aussi sur le marché immobilier, ça fait 20 ans qu'on connaît que des hausses, ça fait du bien de se calmer un peu aussi, les cycles sont longs, on tempère, on se calme, et il y a des opportunités là aussi d'investir en lissant. Je crois que ça faisait depuis 2010 que le marché immobilier n'avait pas stagné en tout cas, donc effectivement on attend de voir en tout cas, on n'est pas bien sûr, et puis surtout depuis les années 2000, parce que 2000-2008 était une période qui était sympa, 2000-2010 c'était un peu plus compliqué, mais si on prend la période 2000 à 2022, sur 22 ans, le marché immobilier a cru de manière exponentielle et bien au-delà, bien évidemment, de l'inflation. Donc quand même un point aussi à considérer, puis on le sait pour l'immobilier, c'est quand même l'emplacement. Quand vous décidez d'investir, il n'y a pas que ça ? Non, il y a l'emplacement. Ah oui, voilà, 4 emplacements. Bon là, au moins, on l'aura rappelé. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous dans ce BFM Patrimoine, les tutos. Merci à tous de nous avoir adressé vos questions et on se retrouve très bientôt parce qu'on a encore plein de sujets à couvrir, on l'a vu aujourd'hui. Très bonne après-midi à tous.